Chers étudiantes et étudiants, nous voilà maintenant à la leçon numéro 20 du module de mathématiques 2. Cette leçon porte le titre de complément de calcul intégral. Qu'est-ce que nous allons voir dans cette leçon? D'abord, on va définir qu'est-ce que c'est qu'une surface. Alors, avant de vous donner un petit peu le sommaire, je voudrais quand même vous dire une chose, c'est que cette leçon-là va contenir un certain nombre d'informations qui ne sont pas nécessairement au programme, mais dont je trouve un petit peu quand même dommage, si on n'en parle pas. La plupart des intégrales multiples qui viennent en mathématiques, ils viennent un petit peu des sciences physiques, où finalement on intègre sur des surfaces, on intègre sur des courbes. Et il serait quand même dommage de ne pas trouver de faire le lien de tout ce que font nos collègues physiciens avec ce que nous faisons. Donc nous allons introduire d'abord, la notion de surface. On va après développer les intégrales de surface, R d'un morceau de surface, quelques cas particuliers, et enfin nous allons travailler avec ce qu'on appelle les théorèmes de Stokes et d'Ostrogradski, qui sont assez importants. Alors, je voudrais quand même toujours dire que peut-être ces notions-là ne sont pas nécessairement dans le programme, mais il est quand même utile qu'on en sache un tout petit peu. De toutes les manières, vous aurez des exercices très très détaillés quand vous vous connecterez sur le site de Netoon. Surface. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une surface? Je dirais sa définition mathématique, bien sûr. Alors, je prends un domaine de R2, donc deux variables. Je prends une application vectorielle, donc qui va de D dans R3. On appellera ça une nappe paramétrée de classe C1. Alors, l'ensemble, si vous voulez, donc c'est de la terminologie, la nappe paramétrée, ou disons surface, c'est l'ensemble de tous les vecteurs f de UV, où UV appartient à D. Je prends un point M0. Un point M0, donc, si vous voulez, c'est un point particulier de cette nappe ou encore cette surface. Alors, grosso modo, la différence entre le mot nappe paramétrée et surface, c'est que la surface, c'est le support géométrique de cette nappe. Donc, on confond nappe et surface parce que, bon, il signifie presque la même chose, sauf que la surface, c'est le support géométrique. Alors, on suppose que la famille df sur du, bien sûr au point U0, V0, et df sur dv au point U0, V0 soit libre. Cela signifie que, vraiment, nous avons en chaque point un petit peu de cette surface une sorte de plan tangent. Définition. Qu'est-ce que c'est que l'élément de surface de cette nappe paramétrée ou encore cette surface? On appellera élément de surface l'expression. Je prends, vous voyez, mon paramétrage de cette surface, c'est donné par f de UV. Donc, c'est un vecteur de 3 composantes. Je prends la dérivée par rapport à la variable U. Donc, c'est un vecteur de 3 composantes. Je prends la dérivée par rapport à la variable V. C'est un vecteur de 3 composantes. Je prends leur produit vectoriel. Ce n'est pas un produit scalaire, donc vous savez que le produit vectoriel a deux vecteurs de R3 associés à un troisième vecteur de R3. Je prends donc sa norme, c'est-à-dire la norme usuelle, bien sûr. Maintenant, on travaille qu'uniquement avec la norme usuelle, donc c'est racine de première composante au carré, plus deuxième composante au carré, plus troisième composante au carré, tout fois UV. Alors, cette écriture-là est vraiment l'élément de surface de cette nappe paramétrée. Alors, pourquoi on s'intéresse à ceci? Parce que, finalement, quand on parle de surface, contrairement aux surfaces qui sont planes, où le ds est très simple, ça va être le dx ou dy, ici, ça va être des surfaces qui ne sont pas planes. Donc, il faudra bien suivre le pourtour d'un petit peu de tout le petit élément différentiel ds. Alors, nous trouvons que ds est égal à cette quantité. Très important. Donc, chaque fois que vous avez des intégrales de surface à faire très attention, trouver un bon paramétrage, automatiquement écrire le ds, et vous allez voir ce qui va suivre. Donc après, on fait l'intégrale double. Alors, je prends maintenant, comme exemple de surface, un cylindre de révolution. Donc, vous voyez, un cylindre de révolution, c'est quelque chose comme si on avait fait tourner quelque chose autour d'un axe. De rayon R est axe OZ. Donc, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a un cercle, vous voyez, on a un cercle,
et puis on a un axe OZ, et vous voyez un petit peu, ça va nous donner quelque chose comme le stylo par exemple. Hein. Donc vous voyez un petit peu, comme le stylo, bon, bah, sont la partie supérieure. Alors, et de rayon R, dans ce cas-là, le paramétrage, donc disons-le, c'est un peu les coordonnées cylindriques, mais comme je m'intéresse uniquement à 0, donc vous voyez, j'ai ici R cosinus θ, R sinus θ, Z, je dérive par rapport à θ, par rapport à R, pardon, par rapport à θ, les variables sont θ et Z, pardon. Moins R sinus θ, R cosinus θ est 0. La dérivée par rapport à Z, vous voyez ici il n'y a pas de Z, ici il n'y a pas de Z, ici Z c'est 1. Alors, je prends, donc vous allez faire ce vecteur et le produit vectoriel de ce vecteur, ça va vous donner un troisième vecteur dont vous allez prendre la norme et vous allez trouver que dans le cas d'un cylindre, l'élément de surface, c'est R, c'est le rayon de base du cylindre fois dθ dz. Donc c'est très important. Maintenant, je prends un cône de révolution. Rappelez-vous, on a déjà vu dans une leçon précédente ce que c'est un cône de révolution. Alors, je vais prendre donc, rappelez-vous, un cône de révolution, je vais prendre une certaine surface plane et un certain point haut, et je mène toutes les droites qui partent de haut, qui s'appuient sur le bord de cette surface. Évidemment, on va dire ça, c'est avec, vous remarquez en fait que vous allez avoir des choses de ce type-là, donc l'angle, ici, c'est ce qu'on appelle le demi-angle au sommet alpha. Alors, ce demi-angle au sommet alpha va être toujours compris entre 0 et pi sur 2 strictement. Alors, ce qui nous intéresse surtout, c'est le paramétrage. Comment paramétre-t-on un cône de révolution de rayon R, donc un vrai, c'est-à-dire circulaire, et de demi-angle au sommet alpha. R tangente alpha, cosinus θ. Z tangente alpha, cosinus θ, pi Z. Dérivons par rapport ici à θ, ça va nous donner ceci, ça va nous donner ceci, et puis ça va nous donner 0. Dérivons par rapport à Z, tangente alpha cosinus θ, tangente alpha sinus θ est 1. On calcule le produit vectoriel qui va donc un troisième vecteur, dont on prendra la norme, et on va en trouver donc que ds, dans ce cas-là, c'est valeur absolue de Z, sinus alpha, sur cosinus carré alpha, dθ dz. Alors, pardon, ici, c'est au lieu de R, c'est un Z. Intégrale de surface. Maintenant, nous savons ce que c'est qu'un élément de surface. Nous allons maintenant pouvoir faire ce qu'on appelle les intégrales de surface. Alors, je prends le D, compact de R2, ça signifie qu'on ne travaille que sur des fermés et bornés. Hein, rappelez-vous, pour les intégrales multiples, pour les intégrales doubles, et maintenant aussi pour les intégrales de surface, nous prendrons un compact de R2, c'est-à-dire un fermé et borné. Je prends maintenant cette fonction qui va de D dans R3, une nappe paramétrée, dont le support géométrique est une surface S. Alors bien sûr, on supposera que c'est de classe C1. Devinez pourquoi. Parce qu'on a envie de dériver par rapport à θ, par exemple comme tout à l'heure, par rapport à la variable U, et on a envie aussi de dériver par rapport à V, donc on a envie quand même d'avoir des choses qui sont assez bien continues. On intègre, on appelle intégrale de surface l'intégrale double de D, de quoi? Donc vous allez voir, l'intégrale de surface est indépendante de la représentation paramétrique choisie. Alors ici, on va intégrer sur quoi? Donc j'ai laissé ici vide pour qu'on puisse suivre un petit peu ce qu'on a vu. Alors, S, support géométrique. D'accord? Donc on va dire intégrale de surface d'une fonction f de x, y, z, ds, ou encore une notation beaucoup plus géométrique, intégrale sur S de f de m ds. Rappelez-vous que cette surface a été paramétrée par un compact de R2, donc on va dire égal, intégrale sur D. Je remplace partout x par le paramétrage, donc f2, x de uv, y de uv, z de uv. Comment je vais écrire ds? Bien, ds, vous le connaissez déjà, c'est norme de df sur du, produit vectoriel avec df sur dv,
du dv. Donc ça, c'est une vraie intégrale double. Cette composition me donnera donc une nouvelle fonction en UV, fois quelque chose qui s'exprime en UV, donc on aura une intégrale double. L'intégrale de surface, à l'aide du paramétrage de la nappe, et à l'aide de l'élément de surface qu'on a fait, va se ramener donc tout simplement à une intégrale double. Alors, évidemment, ici, tout dépend de du paramétrage choisi. En fait, on démontre que cette intégrale ne dépend pas du paramètre choisi, du paramétrage choisi. Maintenant, R d'un morceau de surface. Je prends maintenant une surface, je confonds maintenant surface et nappe paramétrique. Donc, à partir de maintenant, je parlerai de surface, je parlerai de paramétrage, c'est exactement la même chose. Donc, je me donne un compact de R2, je me donne cette paramétrisation de ma surface, c'est-à-dire de mon support géométrique, qui est une fonction vectorielle de D dans R3, de classe C1, comme on l'avait précisé. Alors, on appelle R, tout à l'heure on avait dit intégrale, maintenant R. Alors, toujours, l'air, si j'intègre la fonction constante 1. Donc, l'air de la surface, noté comme ceci, ça va être tout simplement, vous voyez ici, à l'intérieur, je n'ai plus de fonction f de x, y, z ici. C'est l'intégrale double de ds. Donc, tout simplement, l'air de S, c'est tout simplement l'intégrale sur S de ds, c'est tout simplement l'intégrale double sur D de, vous voyez, df sur du, df sur dv, du dv. Donc, bien sûr, on sait déjà que cette intégrale-là est indépendante un petit peu du paramétrage choisi. Alors, par exemple, nous allons prendre une surface hélicoïdale. Hélicoïdale, ça signifie qu'elle tourne comme ça. C'est comme une vis. D'accord? Donc, vous voyez, imaginez une bande de papier que vous êtes en train de faire tourner comme ça. Donc, on vous donne le paramétrage, c'est x égale à at cosinus θ, at sinus θ, z égale à h fois θ, où h c'est la cote, c'est-à-dire je ne vais pas prendre toute la surface, mais juste une partie. Alors, θ est dans 0 pi sur 2, h est dans 0,1, ce sont deux nombres qui sont strictement positifs. Quelles sont les variables? C'est t et θ. D'accord. Donc maintenant, si je dérive par rapport à t, θ, pardon, ça vous donnera moins at sinus θ, at cosinus θ, puis h. La dérivée par rapport à t, c'est a cosinus θ, a sinus θ 0. Alors, une petite remarque. Est-ce que je commence par faire df sur du, puis df sur dv, ou df sur dv, df sur du? Je sais que pour le produit vectoriel, quand on change, il va y avoir un signe moins. Mais comme je prends la norme, ça ne nous dérange pas. Donc, que je commence par rapport à la dérivée par rapport à θ, ou que je fasse la dérivée par rapport à t, c'est exactement pareil. Enfin, je calcule ici, c'est un exemple, vous pouvez le revérifier vous-même. Le produit vectoriel, ça va me donner ce vecteur-là. Et enfin, sa norme va être égale à a racine de h carré plus 1 carré de t carré. Nous avons maintenant le ds. Pour trouver le ds, il suffit de prendre ceci et le multiplier par dt, dδ. Je calcule. Alors, dans ce cas-là, vous voyez, l'air, dans ce cas-là, va être intégrale, double, sur d, de ce qu'on avait fait, du norme de df sur dδ, vectoriel df sur dt, dt, dθ. Alors, bien sûr, c'est une intégrale double, donc nous sommes censés faire ce genre de calcul. Alors, je vous donne quand même le résultat pour vérifier. Alors, c'est un résultat qui... pi sur 4, h carré argument sh a sur a, plus petit a racine de a carré plus h carré. Donc, vous voyez, l'aire d'un morceau de surface hélicoïdale, ça me donne exactement ceci. Cas particulier, je prends une surface admettant une écriture cartésienne. Qu'est-ce que c'est que surface admettant une écriture cartésienne? C'est tout simplement, mes paramètres sont x et y, et z égale à phi de x et y. Donc, bien sûr, vous voyez les variables, c'est x et y, donc je suis dans un domaine borné de R2. Ma fonction phi est une fonction numérique de classe C1. Dans ce cas-là,
comment peut-on écrire le paramétrage? Vous voyez, c'est très simple. X, Y, phi de XY. Et tout. Phi, X, Y, phi de XY. Dans ce cas-là, la dérivée par rapport à X, vous voyez, c'est 1, 0, d phi sur dx, ou la dérivée par rapport à X. 0 ici, 1, d phi sur dy. Et dans ce cas-là, vous pouvez facilement voir que la norme du produit vectoriel de vecteurs, c'est racine de 1 plus d phi sur dx au carré plus d phi sur dy au carré. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose de très particulier. En notant P égale d phi sur dx, Q égale d phi sur dy, l'air va être égal à l'intégrale double de 1, racine de 1 plus P2 plus Q2 dx dy. Donc, si vous voulez, si on vous donne maintenant une fonction phi, la surface donnée par phi de manière cartésienne, donc vous voyez, on va l'appliquer ici, je donne, bon, cette surface s'appelle paraboloïde. Son équation, c'est phi de xy égale xy. Alors, elle se projette sur le plan x ou y suivant le disque D défini par x carré plus y carré inférieur à 1. Alors, pourquoi ceci? Tout simplement pour dire, tiens, je vais avoir mon paramétrage. Dans ce cas-là, vous voyez, si vous dérivez par rapport à x, ça vous donne y. Si vous dérivez par rapport à y, ça vous donne x. Et dans ce cas-là, a de s va s'écrire tout simplement l'intégrale sur le domaine. Alors, c'est quoi le domaine? C'est l'ensemble D pour lequel on avait x carré plus y carré inférieur à 1. De racine de 1 plus x2 plus y2 dx dy. Alors, bien sûr, comme je vois ici x carré plus y carré, je ne raterai pas cette occasion pour faire ce qu'on appelle un passage en coordonnées polaires. Mais si vous voulez le calculer par tranche verticale ou horizontale, faites-le. Ce n'est pas un problème. Mais plutôt, chaque fois que je vois x2 plus y2, cette intégrale double se prête mieux à un calcul avec les coordonnées polaires. Je vous laisse un petit peu faire le calcul. Le delta, vous voyez, chaque fois que je fais un changement, d, c'était x carré plus y carré inférieur ou égal à 1. Ici, c'est moins pi plus pi 0,1, le delta. Et donc, on obtient, dans ce cas-là, a de s égale 2 pi sur 3, facteur de 2 racines de moins 1. Pourquoi? Tout simplement, l'élément dx, dy, qui était obtenu en prenant le déterminant, la valeur absolue du déterminant de la matrice jacobienne, c'est ρ, d, ρ, d, θ. Le racine de 1 plus x carré plus y carré, ça donne racine de 1 plus ρ carré. Donc, je vais intégrer entre moins pi plus pi, j'intégrerai le dθ, qui me donne 2pi. Il me reste intégrale entre 0 et 1, cette quantité-là. Or, je sais déjà faire ce genre de primitive. Donc, résultat, ça me donne 2pi sur 3, 2 racines de moins 1. Donc, vous voyez, même si la surface a une apparence compliquée, en fait, un bon paramétrage et un bon changement de variable nous donneront des calculs très très simples. Je prends maintenant aussi une R d'une surface de révolution. Alors, rappelez-vous, je prends ici Y de S cosinus θ, Y de S sinus θ et Z de S. Alors, Y' au carré plus Z' au carré égale à 1. En fait, c'est quoi Y et Z? Comme on a dit quelque chose de révolution, donc c'est quelque chose qui tourne. Donc, ça signifie que, comme base, on va obtenir une courbe qui n'est pas nécessairement un cercle. Mais quand même, je dois avoir ceci. Je dérive par rapport à S et θ. Vous voyez ce que j'obtiens. Donc, un calcul simple. Je prends le vecteur dérivé par rapport à S. Donc, ça me donnera, vous voyez, Y', Z', avec les cos θ, sinus θ. Je dérive par rapport à θ. Donc, ici, c'est moins Y sinus, Y cosinus, puis ici 0. Je fais le produit vectoriel des deux vecteurs et je prends sa norme, ça me donnera tout simplement ici. Or, l'hypothèse Y' au carré plus Z' au carré égale à 1, donc ça me donnera tout simplement ici valeur absolue de Y de S. Donc, l'intégrale, le morceau ou l'aire du morceau de cette surface va être intégrale sur I qu'on vient de voir, croix moins pi plus pi, de valeur absolue de Y de S, dθ de ds. Donc, tout simplement, le paramétrage de la courbe plane sur laquelle s'appuie cette surface de révolution. Donc, l'air, ça va être 2 pi fois ceci.
exemple, je prendrai une sphère, représentation paramétrique du demi-cercle, c'est x égale à 0, y égale à r cosinus θ, z égale à r sinus θ, θ en compris entre moins pi sur 2 plus pi sur 2, r étant le rayon. Donc vous voyez, à chaque fois, je donne le paramétrage, et à partir du paramétrage, je trouve le ds. Une fois que j'ai le ds, je vais avant trouver a de s, et bien sûr, nous retrouvons le résultat que nous avions calculé précédemment de plusieurs manières. Mais ici, c'est très simple, parce qu'on a les règles, et ainsi de suite, et ainsi de suite. R d'un tore. Alors, vous savez, le tore, c'est quoi? Vous prenez une sorte de cylindre, et vous faites joindre les deux bouts. Donc, ça nous donnera quelque chose, une sorte de chambre à air, ou de pneu, d'une certaine manière. Donc, vous faites ça. Vous imaginez un tore. Alors, comment on obtient un tore? Parfois, on obtiendra un tore de cette manière-là. Vous allez voir, moi, c'est juste des petites notions géométriques. Je prends un cercle de cette manière-là, qui ne passe pas par haut, et imaginez que vous faites tourner ce cercle-là autour de cet axe. Imaginez, donc vous voyez, ça vous donnera une sorte de tube. Donc, c'est une sorte de chambre à air ou de pneu, d'une certaine manière. Alors, on sait que la représentation paramétrique du tore, ça va être x égale à 0, y égale à a plus r cosinus θ, où a, c'est la distance. Vous voyez, cette distance. T appartient à 0 de pi, où a et r sont tous les deux strictement positifs. Nous supposons ici que a est supérieur ou égal à r. Tout simplement, vous voyez, ça c'est r, et ça c'est a. Et alors, supposez que a, si a était égal à r, on obtiendrait plutôt une sphère. Si a est inférieur à r, on obtiendrait quelque chose qui est un peu bizarre. Donc, on suppose quand même que a est supérieur ou égal à r. Dans ce cas-là, l'aire de ce tore, en faisant les calculs que nous avions fait auparavant, on obtiendra que l'aire c'est 4 pi carré à r. Tout simple. L'aire d'une zone d'hyperboloïde, donc vous voyez, hyperboloïde, ça vient d'hyperbole, de révolution. Alors, je prends, vous voyez ici, vous voyez l'équation de cet hyperboloïde, c'est x carré plus y carré moins z carré égale a carré. Je prends juste une partie, c'est-à-dire z, juste une partie d'hyperboloïde, c'est-à-dire z compris entre 0 et h. La demi-méridienne de S, située dans le demi-plan x égale à 0, x positif ou nul, et le morceau d'hyperbole, justement, c'est-à-dire, parce que nous avons envie quand même de faire une sorte de paramétrage, on se ramènera donc à z compris entre 0 et h, x égale à 0, y égale à racine de a carré plus z carré. Donc, si je prends S, c'est l'abscisse curviligne, dx carré plus dy carré est égal à cette quantité-là, c'est z sur racine de a carré plus z carré, le tout carré plus 1 fois dz. En faisant de l'orientation, bon ça, vous pouvez supposer connu, c'est quoi l'orientation, donc on vous donne ds égale à cette racine-là, et enfin, on trouve que l'aire du morceau de l'hyperboloïde, ça va être égal à 2pi. Rappelez-vous le y de tout à l'heure. Donc ça va être égal à 2pi, intégrale de 0 jusqu'à h. Donc c'est cette formule qui m'intéresse le plus. Enfin, on vous le donne. A carré plus 2z carré de dz. Maintenant, nous allons passer à notion, ce qu'on appelle ici les théorèmes de Stokes et d'Ostogradsky. Alors, on va d'abord donner un petit aperçu un petit peu à pourquoi. Alors, comme je l'ai dit dès le début, la plupart des intégrales multiples que nous trouverons, ou que vous trouverez plutôt, vont être issues en fait d'équations qui viennent de la mécanique des fluides, de l'électricité. Et donc, vous aurez un langage, je crois que vous l'avez déjà vu, le langage de champ de vecteurs, le terme de flux, le terme de circulation, le terme de gradient, mais ça on l'avait déjà vu, le terme de divergence, le terme de rotationnel, etc., etc. Un certain nombre de ce qu'on appelle des notions d'analyse vectorielle que vous avez déjà utilisées en physique. Alors, bien sûr, on ne va pas changer ce que vous avez fait. Ça va être exactement ce que vous aviez fait.
Donc le rotationnel, vous savez ce que c'est, le divergence, vous savez ce que c'est, le gradient, vous savez ce que c'est. Donc pour nous, pour la rigueur mathématique, on supposera que toutes les fonctions qui vont être présentes dans ce genre de choses vont être des fonctions qui sont au moins de classe C2, pour éviter toute mauvaise surprise, si j'ose dire. Donc, il n'y a pas de changement, notion de flux, il n'y a pas de changement dans la notion de circulation, il n'y a pas de changement dans la notion de rotationnel, il n'y a pas de changement dans la notion de divergence, de gradient, de ainsi de suite et ainsi de suite. Alors, la plupart un petit peu des quantités physiques que l'on calcule vont être calculées par exemple, la circulation d'un champ de vecteurs le long d'une courbe, le flux d'un champ de vecteurs à travers, si vous voulez, une surface. Et puis, la même chose, un champ de rotationnel à travers des volumes de R3. Alors, comment peut-on lier ces différentes notions? Alors, premièrement, je dois dire quand même que ces théorèmes de Stokes et d'Ostrowski sont, je dirais pas vraiment dans le cœur du programme de mathématiques 2, mais j'ai trouvé quand même que, en ayant investi dans le calcul d'intégrale multiple et dans le calcul d'intégrale de surface, il est quand même assez intéressant de faire le parallèle entre ce que nous savons faire, si vous voulez, en tant que moyen de calcul, et bien sûr, entre ce que vous avez déjà vu en physique et en électricité. Donc, théorème de Stokes et d'Ostrowski. Alors, je prends une surface S orientée. Alors, bien sûr, S orientée, ça signifie que j'ai un extérieur de la surface, mais j'ai un intérieur de la surface. Alors, exemple très très simple, vous prenez par exemple la sphère. J'ai un intérieur, j'ai un extérieur. Elle a un bord. Donc, par exemple, je prendrai dans le plan le disque, j'ai l'intérieur du disque, j'ai l'extérieur du disque. Vous voyez facilement que le bord, ça va être le cercle. Très bien. Donc, généralement, chaque fois on a une surface, ça c'est une notation mathématique, ça c'est S, surface, c'est D rond S, c'est le bord de la surface. Très bien. Bon, maintenant je prends un champ de vecteurs. Alors, c'est quoi un champ de vecteurs? C'est une application qui va de R3 dans R3. Donc, et on suppose que ce champ de vecteurs est de classe C1. C'est-à-dire, aux variables x, y, z, j'associe phi1 de x, y, z, la première application composante, phi2 de x, y, z, c'est la deuxième composante de ce champ de vecteurs, et phi3 de x, y, z de ce champ de vecteurs. Alors, bien sûr, je prends quand même, je travaille sur un champ de vecteurs qui, quand même, dans l'image, contient S. Parce que nous avons envie de faire des travaux, faire de l'intégration, ou ce qu'on appelle, on va appliquer ce qu'on appelle le théorème de Stokes sur cette surface qui doit être donc, je peux appliquer là-dessus le champ de vecteurs. La circulation. Alors, ici, vous voyez, nous avons une courbe. C'est pour ça que nous écrivons un seul signe. La circulation, le long du bord du champ de vecteurs est égal au flux du rotationnel à travers S. Donc, vous voyez, comment calcule-t-on le flux d'un certain champ de vecteurs à travers une surface? C'est la définition, je prends cette surface-là, comme elle est orientée, je peux dire la normale sortante ou extérieure, ou la normale rentrante. Donc la normale unitaire. Vecteur normal unitaire sortant. Donc, vous voyez un petit peu, quand vous avez une sphère, ce vecteur normal unitaire, vous voyez, il change. C'est comme si vous aviez ceci. Hein, donc vous voyez. Alors il doit être unitaire. Très bien. S'il est unitaire, je prends son produit scalaire. C'est pour ça que j'ai insisté sur ce point. Produit scalaire avec le champ de vecteur. Produit scalaire du champ de vecteur avec le vecteur normal unitaire sortant sur la surface avec les éléments de surface ds,
me donne ce qu'on appelle le flux du champ de vecteur. Alors ici, on cherche le flux du rotationnel du champ de vecteur. Donc le flux du rotationnel du champ de vecteur. Donc j'aurai rotationnel de phi de m. Rappelons-nous que phi de m est un vecteur de R3. Donc son rotationnel va être aussi un vecteur de R3. La normale unitaire sortante à la surface, ça va être aussi un vecteur de R3. Je sais bien sûr maintenant faire le produit scalaire de vecteurs de R3. Donc ça va être une quantité qui dépend bien sûr de x, y, z. Ça ne se voit pas très bien ici, mais nous aurions besoin quand même de ce que l'on appelle paramétrage de la surface. Et après, on écrit tout ceci. Et vous savez déjà que ds, il est donné par le fameux df sur du vectoriel df sur dv en norme. Et cette quantité-là est appelée la circulation du champ de vecteur le long de d rond s, qui est le bord de cette surface. Alors, exemple, j'ai envie de calculer la circulation du champ, phi de x, y, z, 2x plus y, z, xz, xy, pardon, le long du cercle de centre O, d'axe z', z et de rayon 1. Bien sûr, parcouru dans le sens direct, parce que quand on dit circulation, il faudrait quand même qu'il y ait un sens. Je note les composantes de phi, PQR. Alors dans ce cas-là, c'est pas toujours vrai, nous pouvons vérifier que dp sur dy, alors le champ de vecteur, la première composante c'est phi 1, donc c'est p, alors généralement ils sont notés PQR. C'est p, phi 2, la deuxième composante c'est q, la troisième composante c'est r, dp sur dy égale à dq sur dx, un simple calcul permettra de le voir, dq sur dz égale à dr sur dy, et enfin dr sur dx égale à dp sur dz. Ces quantités étant écrites de cette manière-là, nous en déduisons que le rotationnel égale à 0. Ça signifie en fin de compte que le champ de vecteur est un champ de rotationnel. Donc il dérive d'un potentiel vecteur. C'est un petit peu ce que vous avez vu un petit peu en électricité, peut-être aussi en magnétisme. Donc vous allez le voir. Donc, nous avons, dans ce cas-là, d'après le théorème de Stokes, je peux trouver une surface orientée S, telle que le cercle proposé soit le bord de S, et que phi de classe c'est 1 sur R3, et on conclut à partir du théorème de Stokes ici que la circulation du champ de vecteur le long de du bord, c'est-à-dire de ce cercle, va être égale à 0. Maintenant, nous allons voir un petit peu le deuxième théorème d'Ostrogladsky. Alors, je prends maintenant un volume, un domaine de l'espace, S de bord orienté, N, c'est le vecteur normal unitaire, sortant toujours, M, un point courant de cette surface, phi, un champ de vectoriel de classe C1 sur V. Donc vous voyez un petit peu en vrac, c'est un peu ça. Alors, le flux, rappelez-vous, à travers S, c'est égal maintenant à l'intégrale triple du divergence de M. Donc, tout à l'heure, nous avions une intégrale curviline qui passe à une intégrale double par le théorème de Stokes, c'est-à-dire nous passons d'une intégrale de surface à une intégrale triple. Alors, parfois, c'est très simple de faire ceci. Vous allez voir, exemple, calculer le flux du champ. Vous voyez ici, c'est P, ça c'est Q, ça c'est R, X, Y, Z, ainsi de suite, à travers le bord du cube unité 0,1 au cube. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve d'abord que on va faire le calcul et on va trouver un petit peu cette valeur. On va encore quand même faire quelques exemples. Je vais donner d'abord l'exemple d'une intégrale de surface à calculer. Je prends la surface qui est donnée par l'ensemble des x, y, z, x carré plus y carré égale à r au carré, x positif ou nul, et alpha x inférieur ou égal à z inférieur ou égal à bêta x. Donc bien sûr, je prends r positif, alpha. Donc vous voyez, quand on voit une surface de ce type-là, on est un peu étonné, on va dire comment on va faire. Ben, de toute façon, j'ai ici x carré plus y carré.
Donc si je fais x carré plus y carré, nous allons faire des coordonnées qui sont cylindriques. Coordonnées cylindriques, x égale r cosinus θ, y égale r sinus θ, pi z. Donc, cette surface-là va être donnée par quoi? Va être donnée par un domaine de R2. C'est quoi ce domaine de R2? C'est le lieu des θ et z qui sont les paramètres. Réécrivons ceci. X carré plus y carré égale r carré, c'est déjà fait. X positif ou nul. Qu'est-ce que cela signifie que x est positif ou nul? Vous voyez? Ça signifie que, je sais déjà que r est positif, ça signifie que le cosinus de θ est positif. Dire que le cosinus de θ est positif, ça signifie tout simplement que θ doit être compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. J'écris maintenant z compris entre alpha x et bêta x. Donc j'aurai z compris entre tout simplement alpha r cosinus θ et bêta x, bêta r cosinus θ. Donc j'ai une relation, rappelez-vous, la relation sur les calculs d'intégrale par tranche. Donc j'ai ceci. Maintenant, il faudrait quand même que je dérive par rapport à θ et que je dérive par rapport à z. Le ds va être égal r dθ dz. Donc l'intégrale double sur la surface pour calculer l'air, si vous voulez, l'air de cette surface-là va être égal donc à intégrale de moins pi sur 2 à plus pi sur 2 de quoi? De r dθ, mais il y a encore ici entre alpha r cosinus θ et bêta r cosinus θ de dz. Vous voyez l'intérêt ici, on s'est ramené d'une intégrale de surface à une intégrale double qu'on sait calculer. Alors, je ne peux pas commencer par faire cette calcul-là parce que j'ai déjà du θ. Donc c'est égal à intégrale de moins pi sur 2 à plus pi sur 2 de quoi? Ici je vais intégrer, donc ça va être r cos θ facteur de bêta moins alpha. Donc r, bêta moins alpha, et facteur de cosinus θ dθ. Donc, ceci est égal à quoi? Ça va être égal, tout simplement. Là, l'intégrale la primitive du cosinus, c'est le sinus. Donc, vous aurez à avoir un 2, bêta moins alpha, r. Et puis, vous avez encore un r qui vient d'ici. Vous voyez, pardon, c'est un r au carré. Il y en a un qui vient du ds. Il y en a un qui vient d'ici. Donc, ça me donnera donc, tout simplement, 2, bêta moins alpha, r au carré. Donc, l'air de cette surface-là, ce n'est ni plus ni moins que... Alors, je vous invite quand même à ce qu'il faudra faire. Première chose, quand vous avez votre surface en cartésienne, essayez de bien imaginer. Ça va être très difficile d'imaginer un petit peu géométriquement. Mais dès que vous avez, par exemple, ici, vous remarquez que c'est de la forme cylindrique, posez vos changements de variables, automatiquement, ces variables-là, ça va être justement le paramétrage de la nappe paramétrique ou de cette surface. Et après, vous allez écrire toutes les contraintes. J'ai écrit ici, vous voyez x, mais R est positif, donc θ doit être positif, le cosinus doit être positif. Donc, vous voyez, montre moins pi sur 2 et plus pi sur 2. J'ai écrit la deuxième contrainte, et comme ça, nous avons obtenu une intégrale. Alors, rappelez-vous un petit peu que nous avions déjà intégré ce genre de choses. Nous sommes passés maintenant d'une surface qui n'est pas plane à un calcul d'intégrale double. Donc, si vous voulez, c'est comme si c'était sur R2. Rappelons toujours θ, z compris entre une fonction θ et une autre fonction θ. L'avantage, donc vous voyez que c'est un petit peu appliquer encore le théorème de Fibini aux intégrales qu'on est en train de faire. Ainsi se termine notre leçon sur ces compléments de calcul intégral. Pour plus d'informations et de renseignements, veuillez vous connecter sur le site de